L'invitation était posée sur ma table basse depuis 3 jours, intouchée. Ce n'était pas un simple morceau de papier. C'était un objet, lourd, avec un éclat doré qui semblait se moquer de l'éclairage modeste de mon appartement. Les lettres en relief annonçaient les noces d'or de Claudio et Lucia, mes parents. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été une invitation. Pour moi, c'était une sommation, une convocation annuelle à jouer mon rôle habituel, celui de la déception familiale. 50 ans. Un demi-siècle d'un mariage qui, aux yeux du monde extérieur, était un pilier de succès et de tradition. Et au cœur de ce succès se trouvait mon frère, Ricardo, le fils en or. Ricardo, l'avocat brillant, associé dans le cabinet de mon père, avec sa voiture importée, son épouse parfaitement snob et ses 2 enfants sortis tout droit d'une publicité pour de la margarine. Il était la continuité, l'héritier, le successeur naturel. Et puis il y avait moi, Lucas, le rêve qui a mal tourné, la brebis galeuse qui a osé abandonner la faculté de droit pour suivre une obsession incompréhensible pour les codes et les ordinateurs. Je me souviens du jour où je l'ai dit à mon père. Il n'a pas crié. C'était pire. Il m'a simplement regardé avec un mépris fatigué, le même regard qu'on lance à un pneu crevé par une journée pluvieuse. « Fais ce que tu veux, Lucas », il a dit. « Mais ne viens pas me demander de l'aide quand ton fantasme de garage s'effondrera. » Ce fantasme de garage m'était ma vie. Et contrairement à ce qu'il prédisait, elle ne s'était pas effondrée. Mais pour eux, si ce n'est pas un bureau avec une plaque en laiton sur la porte, ce n'est pas une réussite. C'est un hobby, une déviation. Tu vois? Voilà ce qu'il y a de plus difficile à supporter avec une famille comme ça. Ce n'est pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils ne disent pas. C'est le silence, l'indifférence, cette façon qu'ont leurs yeux de te traverser sans te voir. C'est une sensation d'invisibilité qui vous ronge de l'intérieur. J'en suis sûre, beaucoup des personnes qui écoutent cela maintenant savent exactement de quoi je parle. Si tu t'es déjà senti ainsi, si tu as déjà été l'étranger dans ton propre nid, laisse un commentaire pour me dire comment tu as géré cela. Et si cette histoire réveille quelque chose en toi, profites-en pour t'abonner à la chaîne, parce que ce qui s'est passé cette nuit-là, eh bien, disons que c'était ma manière enfin d'exister à leurs yeux. Après 3 jours à fixer l'invitation, j'ai pris mon courage à 2 mains et attrapé le téléphone. J'ai composé le numéro de ma mère. Elle a répondu à la 3e sonnerie, d'une voix qui tentait de paraître joyeuse. « Lucas! Quelle surprise! Je pensais que tu n'appellerais pas. »« Bonjour, maman. J'ai vu l'invitation. Elle est magnifique. Je voulais juste confirmer ma présence. » Il y eut une courte pause de l'autre côté. Une pause que je connaissais bien. C'était le bruit qu'elle faisait en pesant le pour et le contre de ma venue. « Oh, c'est super, chérie! Nous serons contents de te voir, » dit-elle. Mais la joie n'atteignait pas sa voix. « Juste quelques rappels, d'accord? C'est un événement de gala. Viens habiller correctement, s'il te plaît. Ton costume sombre fera l'affaire. Et essaie de ne pas parler de tes trucs informatiques aux invités. Tu sais comment ton père devient embarrassé. » J'ai avalé difficilement. Chaque mot était un petit coup, précis et tranchant. « Ne t'inquiète pas, maman, je serai le fils parfait. »« Génial !» s'exclama-t-elle, soulagée de ne pas avoir à argumenter davantage. « À samedi alors. » Elle raccrocha. Moi, je restais avec le combiné muet contre l'oreille, sentant ce froid familier se répandre dans ma poitrine. La petite étincelle d'espoir que je ne savais même pas avoir encore, celle que cette fois pourrait être différente, fut éteinte d'un souffle. Pendant un long moment, tout ce que je voulus fut jeter cette invitation à la poubelle, éteindre mon portable et simplement ne pas me présenter, les laisser avoir leur fête parfaite avec leur fils parfait. Mais alors, quelque chose changea. Alors que je regardais le reflet de l'invitation dorée sur l'écran noir de mon téléphone, la douleur familière commença à se transformer. Elle ne disparut pas, mais durcit, se cristallisant en une résolution froide et claire comme la glace. J'irai. Je porterai mon plus beau costume et mon meilleur sourire. Je ferai tout ce qu'ils avaient demandé. Mais je ne serai pas l'agneau allant à l'abattoir. Pas cette fois-ci. Ils voulaient un spectacle? Ils auraient un spectacle. Ils ignoraient que l'invitation qu'ils m'avaient envoyée n'était pas pour leur fête. C'était pour le dernier acte de la pièce qu'ils avaient eux-mêmes écrite. Et le protagoniste, l'homme qu'ils avaient tant travaillé à cacher, était enfin prêt à monter sur scène. Samedi, je ne portais pas une armure. Les armures sont lourdes, évidentes et attirant l'attention. Moi, j'avais choisi l'indifférence, bien plus légère et, croyez-moi, infiniment plus résistante. Alors que je conduisais mon modeste mais bien entretenu véhicule vers la salle de réception la plus prestigieuse de la ville, je ne ressentais pas cette nervosité acide qui me rongeait habituellement en ces occasions. J'éprouvais une étrange sérénité, celle d'un joueur d'échecs qui a déjà anticipé les 5 prochains coups de son adversaire. Ils allaient jouer leur jeu, et moi, pour la première fois, je jouerais le mien.
L'endroit était encore plus opulent que je ne l'avais imaginé. Des voituriers en gants blancs, un tapis rouge menant à des portes massives en verre, et à l'intérieur, un océan de cristaux et d'or. Le son d'un quatuor à cordes interprétant une mélodie douce et coûteuse flottait dans l'air, se mêlant au parfum écrasant de lys blanc. C'était le décor parfait pour la grande représentation de ma famille, la célébration du succès matériel et des apparences impeccables. Je portais ce fameux costume sombre que ma mère avait approuvé au téléphone. Ce qu'elle ignorait, et n'aurait jamais eu le bon goût de remarquer, c'est que ce n'était pas un costume acheté dans une boutique quelconque. C'était une pièce sur mesure, faite par un tailleur italien, un luxe silencieux qui valait plus que la montre en or que mon père arborait fièrement. C'était ma petite blague personnelle. À peine avais-je fait 2 pas à l'intérieur, qu'ils étaient déjà sur moi, comme s'ils guettaient mon arrivée. Ma mère, Lucia, m'offrit un large sourire et me serra dans ses bras exactement le temps nécessaire pour que les gens autour nous voient. « Lucas, chérie, tu es venu ?» dit-elle, avec une voix un peu trop forte. Ses yeux me parcoururent de haut en bas, et je vis passer dans son regard une étincelle de soulagement. « Ah, très bien, tu es très présentable. » Un compliment qui ressemblait davantage à l'approbation d'une inspection. Mon père, Claudio, s'approcha, une coupe de champagne à la main. Il me donna une tape sur l'épaule, geste censé être affectueux, mais qui avait le poids d'un marteau-pilon. « Regardez qui sort enfin de son garage. Fais attention de ne pas cligner trop fort, fiston. La lumière ici pourrait brûler tes yeux de programmeur. » Il rit de sa propre blague, d'un rire fort et forcé qui n'atteignit pas ses yeux. Puis vinrent le couple en or. Mon frère, Ricardo, avec ses cheveux parfaitement coiffés et un sourire chargé de moquerie. À ses côtés, sa femme, Béatrice, me fixait comme si j'étais une tache sur le tapis persan. « Manigno, dit-il en traînant sur le mot. « Quel honneur. Je pensais que tu serais trop occupé à réinventer la roue ou quelque chose dans le genre. »« Il y a toujours de la place pour la famille, Ricardo, » répondis-je, gardant un ton neutre. Béatrice pouffa avec un petit rire narquois. « Tu es venu seul, Lucas? Aucune volontaire à disposition ?» L'allusion était claire. Quel genre de femme pourrait s'intéresser à moi? Je maintins mon sourire calme. Je préfère ma propre compagnie à celle des gens qui ne me plaisent pas, Béatrice. C'est un luxe rare, mais que je m'accorde volontairement. La repartie la laissa sans voix pendant un instant, une petite victoire dont personne, semble-t-il, hormis moi, ne prit conscience. Ils se tournèrent aussitôt vers un magistrat qui approchait, me laissant seul au milieu de l'éclat et du brouhaha. J'ai passé les 30 minutes suivantes à déambuler, fantôme dans mon propre clan. Mes oncles me demandaient, quand je comptais, trouver un vrai travail. Mes cousines me racontaient leur voyage en Europe avec des détails calculés pour me faire sentir insignifiant. Je répondais par monosyllabes et sourires vides. J'étais une note dissonante dans leur symphonie parfaite. Finalement, je pris un verre d'eau et trouvai refuge dans un coin près d'une immense fenêtre, d'où je pouvais observer toute la salle. Et c'est là que j'assistais au spectacle. Je vis mon père rire avec ses associés, ma mère se mouvoir avec grâce entre les invités selon une chorégraphie apprise, et Ricardo au centre de chaque cercle de conversation, sa voix toujours un peu plus forte que les autres. Ils étaient le roi, la reine et l'héritier dans leur château doré. Et alors, avec une lucidité à la fois douloureuse et libératrice, je compris qu'ils étaient heureux. Mais ce bonheur reposait sur des fondations fragiles. Le statut, l'approbation extérieure, la comparaison constante. Leur joie dépendait de leur sentiment de supériorité et moi, avec ma vie ratée, j'étais une pièce essentielle de ce jeu. J'étais l'échelon sur lequel ils s'appuyaient pour paraître plus haut. C'est alors que la musique du quatuor à cordes s'arrêta, remplacée par une voix douce dans les haut-parleurs de la salle. « Mesdames, messieurs, au nom de la famille, nous vous invitons à rejoindre vos tables. Le dîner va être servi. » Un mouvement général s'engagea, une vague de soies et de bijoux se dirigeant vers la salle à manger. Un nœud se forma dans mon estomac, mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'anticipation. Mon cœur battait un peu plus vite. Je savais ce qui allait venir. C'était l'heure du plat principal de mon humiliation. Et moi, j'étais prêt, affamé même. Parce que maintenant, c'était à mon tour de servir. Je suivis le flot des invités, un navire silencieux naviguant au milieu d'une mer de conversations animées et de rires aigus. La salle à manger était une vision de perfection calculée. Des dizaines de tables rondes recouvertes de nappes en lin blanc qui effleuraient le sol, chacune ornée d'un arrangement floral et entourée d'un escadron de couverts en argent alignés avec une précision militaire. Au centre de tout cela, comme un trône allongé, trônait la table principale. La table de la famille. C'est là que se concentrait véritablement le pouvoir de la soirée. Elle était plus longue, plus large et décorée avec bien plus d'opulence que les autres. Je m'approchais lentement, observant les places déjà occupées. Mes oncles,
Mes tantes et mes cousins retrouvaient leurs noms inscrits sur des cartons élégants et s'installaient avec des soupirs satisfaits. Je continuais à avancer jusqu'à l'extrémité de la table, là où siégeait le cœur de ma famille. Je vis la carte portant le nom de Claudio et celle de Lucia, celle de Ricardo et Béatrice, et même les cartes pour leurs 2 jeunes enfants, mes neveux, qui avaient à peine la taille pour atteindre la table. J'observais chaque carte dorée, une par une, sachant déjà ce que je ne trouverais pas. Et là, elle n'était pas. Ou plutôt, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de place pour moi. Ce n'était pas une erreur de comptage, ni une bévue de l'organisation. C'était une déclaration. Précise, silencieuse et brutale. À cette table qui célébrait 50 ans d'existence familiale, il n'y avait pas de place pour moi. Je n'étais pas un oubli, j'étais une omission volontaire. À cet instant, je ne ressentis ni colère explosive, ni vague de tristesse. Simplement un clic, le bruit de la dernière pièce du puzzle de ma vie venant enfin se mettre en place, formant une image affreuse, mais enfin complète. Bien sûr, ce fut ma mère qui vint prononcer la sentence. Elle se leva avec une grâce théâtrale, toucha mon bras avec ses ongles parfaitement vernis et m'éloigna légèrement de la table, comme si elle me confiait un secret. « Lucas, chéri, » commença-t-elle, avec ce sourire d'hôtesse préoccupée qu'elle maîtrisait si bien. « Mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'agence événementielle a dû se tromper. Il semblerait que ta place n'ait pas été réservée. » Elle lança un regard vers Ricardo, qui observait toute la scène avec une lueur victorieuse dans les yeux. Mon frère haussa les épaules, un geste qui disait clairement « Quel dommage, il n'y a rien à faire. » Ma mère se tourna de nouveau vers moi, baissant la voix pour un murmure complice. « Écoute, pour ne pas faire de scène et gâcher la soirée de ton père, pourquoi tu ne vas pas jusqu'à la cuisine? Le chef est formidable. Tu peux prendre un plateau et manger tranquillement avec l'équipe. Personne ne remarquera rien. Ce sera mieux que de rester debout ici, non? Manger en cuisine. » Les mots résonnèrent dans mon esprit, pas comme une insulte, mais comme une confirmation finale. Je n'étais pas un invité. Je n'étais pas un fils. J'étais un problème à dissimuler pour que la fête parfaite puisse continuer. Je regardais son visage, son sourire tendu et ses yeux qui me suppliaient d'obéir. Puis je fixai la table, mon père qui faisait semblant d'être captivé par sa coupe de vin, et mon frère, qui ne prenait même plus la peine de cacher son sourire narquois. La sérénité que j'éprouvais s'approfondit. « Tu as raison, maman, » dis-je, ma voix étonnamment ferme. « C'est une très bonne idée. Je ne veux pas faire de scène. » Le soulagement sur son visage était presque comique. « Voilà, mon chéri. Bon garçon. » Je me retournai, et je commençai ma marche. La salle semblait s'étendre sur des kilomètres. Je sentais les regards des dizaines d'invités peser sur mon dos. J'entendais les murmures naître, comme le bruissement de feuilles mortes. Mais je ne marchais pas la tête basse. Je gardais le dos droit, le menton levé, les pas calmes et assurés. Je ne traversais pas la salle honteusement. Je traversais l'échiquier pour aller placer mon roi. J'arrivais aux grandes portes en métal brossé au fond de la salle. Le mot « service » y était gravé. Je posai la main sur la barre froide et poussai. Les portes se refermèrent derrière moi, étouffant le tintement des verres et les mensonges polis. J'étais maintenant en coulisses. Et c'est ici, loin des projecteurs, que le véritable metteur en scène du spectacle s'apprêtait à donner son premier ordre. Au moment où la double porte métallique se referma derrière moi, le monde changea. Le son doux et étouffé du quatuor à cordes fut remplacé par une symphonie de chaos contrôlé. Le sifflement aigu des poêles brûlantes, le cliquetis rythmé des couteaux sur les planches à découper, les ordres criés dans un jargon que seuls les initiés comprenaient, et surtout, l'odeur enivrante de la vraie cuisine. Ail, beurre, herbes fraîches, viande en train de saisir. C'était l'odeur du travail, de la réalité. L'agitation s'arrêta une fraction de seconde. Un jeune cuisinier au visage en sueur faillit laisser tomber un plateau. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Puis un homme aux cheveux grisonnants et à la posture impeccable, que je reconnus immédiatement, lâcha la planche qu'il tenait et se dirigea vers moi, traversant son équipe. C'était M. Almeida. « Monsieur Lucas » dit-il d'une voix basse mais empreinte d'une urgence inquiète. « Que faites-vous ici? Y a-t-il un problème en salle? La nourriture? Le service? » Je souris légèrement, le premier sourire sincère de la soirée. « Le service est impeccable, Almeida. Le problème ne vient pas de votre travail, mais de votre clientèle. » Il fronça les sourcils, perplexe. Je me penchai légèrement. « Ma famille a jugé plus approprié que je dîne ici, avec l'équipe. » La compréhension envahit le visage d'Almeida, suivie d'une vague de colère contenue. Ses joues rougirent. « Ils ont fait quoi? Ils vous ont renvoyé? » Il ne put terminer sa phrase, tant son indignation était grande. Sa loyauté était farouche, et totalement justifiée. Pour comprendre la fureur d'Almeida,
Il fallait savoir ce qui s'était passé ces 5 dernières années, depuis que mon père m'avait symboliquement chassé de sa vie. Sa lubie de garage ne s'était pas effondrée. Bien au contraire. Le protocole de cryptographie sur lequel j'avais travaillé jour et nuit, le projet que j'avais baptisé Cipher, n'était pas un petit jeu. C'était un verrou numérique quasiment inviolable. Les 2 premières années, je vécus avec presque rien, brûlant mes économies, refusant l'humiliation de demander de l'aide. Je voyais des photos de mon frère Ricardo en voyage de ski, tandis que mon dîner consistait en des nouilles instantanées pour le 3e jour consécutif. Et à chaque ligne de code que j'écrivais, la voix de mon père résonnait dans ma tête, me traitant de raté. J'utilisais cette voix comme carburant. Puis Cipher fut achevé. Je le présentai lors d'une petite conférence technologique. Une start-up s'y intéressa. 6 mois plus tard, une entreprise de taille moyenne racheta la start-up rien que pour ma technologie. 1 an après, l'un des 3 géants de la Silicon Valley acquit cette entreprise pour une somme que je n'oserais prononcer à voix haute, et la principale raison de cette acquisition était Cipher. Du jour au lendemain, je devins le genre de riche que ma famille prétendait être. Mais ils ne le surent jamais. Je n'achetais pas de voiture tape à l'œil. Je ne déménageais pas dans un manoir. Je conservais mon appartement modeste. Je créais une société d'investissement anonyme, LM Ventures, mes initiales, et me mis à faire ce que je désirais le plus. Investir dans des gens talentueux et passionnés dont les entreprises étaient au bord du gouffre. Des gens comme Almeida. Almeida Premier Events était réputé pour sa qualité, mais noyé sous les dettes à cause d'un associé malhonnête. Je vis la passion dans les yeux d'Almeida lorsque je le rencontrai. Je vis un homme qui, comme moi, croyait en son travail avant tout. Par LM Venture, j'achetais 100% de son entreprise, réglais chaque centime de ses dettes et le maintint comme directeur général avec une autonomie totale et un salaire qui le laissa sans voix. Ma seule condition, mon nom en tant que propriétaire devait rester un secret absolu. Il n'était pas mon employé, mais mon partenaire. Quand ma mère évoqua leurs noces d'or, j'eus une idée naïve. Je fis en sorte que le traiteur d'Almeida lui soit fortement recommandé. La fête entière, chaque bouteille de champagne haut de gamme, chaque bouquet, chaque canapé, était un cadeau de ma part. Un cadeau anonyme, une dernière tentative insensée d'utiliser ma réussite pour leur offrir du bonheur, dans l'espoir que quelque chose puisse changer. Ce qui se passa dans la salle à manger fut leur réponse. De retour dans les cuisines, Almeida me regarda, attendant un ordre. La rage sur son visage reflétait le calme glacial qui m'avait envahi. « Ils ne savent pas, n'est-ce pas, monsieur ?» murmura-t-il. « Ils n'ont pas la moindre idée qu'ils insultent l'homme qui paie chaque miette de pain qu'ils mangent. »« Non, » répondis-je. « Mais ils vont le savoir. » Je plongeai mon regard dans le sien. « Almeida, vous vous souvenez de notre discussion sur les plans de secours? Sur l'option nucléaire? » Un sourire lent et féroce s'étira sur le visage du directeur. « Je m'en souviens parfaitement, monsieur Lucas. »« Il est temps de l'activer, dis-je. »« Avec le plus grand plaisir du monde, » répondit-il, la voix vibrante de satisfaction. « Quand dois-je intervenir? » Un jeune cuisinier s'approcha timidement et me tendit une assiette, le même filet mignon en croûte d'herbe servi en salle. Je l'acceptai et m'assis à une simple table en acier inoxydable, dans un coin. « Attendez le discours de mon père, » dis-je à Almeida avant de couper un morceau de viande. « Laissez-le le terminer. Je veux qu'ils atteignent le sommet de la montagne qu'ils se sont bâtis. La chute n'en sera que plus spectaculaire. » Almeida hocha la tête, une sombre compréhension dans les yeux. Il consulta sa montre, synchronisant le temps dans son esprit. « Considérez que c'est fait, monsieur. » Alors que je portais la première bouchée du filet le plus tendre et savoureux que j'ai jamais goûté, j'entendis, à travers les portes, les applaudissements polis et la voix de mon père commencer son discours pompeux au micro. La mèche était allumée, et toute la salle était sur le point d'exploser. À l'instant où la double porte métallique se referma derrière moi, le monde changea. Le son feutré du quatuor à cordes fut remplacé par une symphonie de chaos contrôlé. Le sifflement des poêles brûlantes, le cliquetis rythmé des couteaux sur les planches à découper, les ordres criés dans un jargon d'initié, et surtout, l'odeur enivrante de la vraie cuisine. Ail, beurre, herbes fraîches, viande en train de saisir. C'était l'odeur du travail, de la réalité. L'agitation s'arrêta une fraction de seconde. Un jeune cuisinier au visage moite faillit laisser tomber son plateau. Tous les regards se tournèrent vers moi. Puis un homme aux cheveux grisonnants et à la posture impeccable, que je reconnus immédiatement, posa sa planche à découper et se fraya un chemin vers moi à travers son équipe. C'était M. Almeida. « Monsieur Lucas !» dit-il d'une voix basse mais empreinte d'une inquiétude urgente. « Que faites-vous ici? Un problème en salle? La nourriture? Le service ?» J'esquissai un petit sourire. Le premier vrai sourire de la soirée. « Le service est impeccable, Almeida. Le problème ne vient pas de votre travail, mais de votre clientèle. » Il fronça les sourcils,
perplexe. Je me penchai légèrement. Ma famille a jugé plus convenable que je dîne ici, avec l'équipe. La compréhension puis la fureur envahirent le visage d'Almeida. Ses joues s'empourprèrent. Ils ont fait quoi? Ils vous ont renvoyé? La phrase resta en suspens. Son outrage était trop grand. Sa loyauté était féroce et totalement justifiée. Pour comprendre sa colère, il faut savoir ce qui s'était passé ces 5 dernières années depuis que mon père m'avait symboliquement chassé de sa vie. Son projet de garage ne s'était pas effondré. Bien au contraire. Mon protocole de cryptographie Cypher n'était pas un petit jeu. C'était un verrou numérique quasi inviolable. Pendant 2 ans, je vécus de presque rien, brûlant mes économies, refusant l'humiliation de demander de l'aide. Je voyais les photos de mon frère Ricardo en vacances au ski, tandis que je dînais de nouilles instantanées pour le 3e jour consécutif. Et à chaque ligne de code, la voix de mon père résonnait dans ma tête. Raté. J'en fis mon carburant. Puis Cypher fut achevé. Une start-up s'y intéressa. 6 mois plus tard, une entreprise moyenne le racheta. 1 an après, un géant de la Silicon Valley acheta cette entreprise pour une somme que je n'oserais prononcer à voix haute, principalement pour ma technologie. Du jour au lendemain, je devins le genre de riche que ma famille prétendait être. Mais ils ne le surent jamais. Pas de voiture tape à l'œil, pas de manoir. Je créai LM Ventures et investis dans des gens comme Almeida, un passionné ruiné par un associé véreux. J'achetais sa société, payais ses dettes et le gardais comme directeur à un salaire qui le laissa sans voix. Ma seule condition, l'anonymat total. Quand ma mère mentionna leurs noces d'or, j'eus une idée naïve. Je fis recommander le traiteur d'Almeida. Chaque fleur, chaque canapé, chaque bouteille de champagne était mon cadeau anonyme, une dernière tentative insensée de leur offrir du bonheur. Leur réponse fut ce qui s'était passé dans la salle à manger. De retour en cuisine, Almeida m'attendait, son visage reflétant la froide détermination qui m'habitait. « Ils ne savent pas, n'est-ce pas ?» chuchota-t-il. « Ils ignorent qu'ils insultent l'homme qui paie chaque miette qu'ils mangent. »« Non, répondis-je. Mais ils vont savoir. » Je le regardais dans les yeux. « Almeida, vous rappelez-vous notre discussion sur l'option nucléaire ?» Un sourire féroce étira ses lèvres. « Parfaitement, monsieur Lucas. Activez-la, ordonnai-je. »« Avec le plus grand plaisir, répondit-il, vibrant de satisfaction. Quand dois-je intervenir? » Un jeune commis m'apporta timidement le même filet mignon servi en salle. Je m'assis à une table d'acier inoxydable. « Attendez la fin du discours de mon père, dis-je en coupant ma viande. Laissez-les atteindre le sommet de leur montagne. La chute n'en sera que plus spectaculaire. » Almeida hocha la tête, son regard sombre. Il synchronisa sa montre. « Ce sera fait, monsieur. » Alors que je savourais le filet le plus succulent de ma vie, j'entendis à travers la porte les applaudissements polis et la voix de mon père commençant son discours pompeux. La mèche était allumée. La salle entière allait exploser. Dans la cuisine, le seul son que j'entendais était celui de ma propre respiration et l'écho lointain de la voix de mon père. Je n'avais pas besoin de voir pour savoir ce qu'il disait. Je connaissais ce discours par cœur, la même rengaine d'autosatisfaction qu'il ressortait à chaque réunion, simplement plus ampoulée pour l'occasion. Il parlerait de travail acharné et de valeur, des mots creux dans sa bouche. Il évoquerait 50 ans avec ma mère, Lucia, peignant un partenariat parfait, omettant les disputes et les silences glaçants dont j'avais été témoin. Et inévitablement, il en viendrait à son grand final, l'avenir. Et en regardant vers l'avenir, sa voix devint plus distincte quand une porte s'entr'ouvrit. Je suis rempli de fierté en voyant notre héritage entre les mains compétentes de mon fils, Ricardo. Je fermai les yeux, visualisant la scène. Ricardo redressant sa cravate, sourire faux modeste, la main paternelle sur son épaule, le passage symbolique du flambeau. Un homme qui honore notre nom, continua mon père, voix montant crescendo. Un pilier de la communauté et de notre famille, mon successeur. Un toast à Ricardo. Même depuis la cuisine, j'entendis l'explosion d'applaudissements. Cela ressemblait à de la terre sur un cercueil. Mon cercueil. La fin de ma pertinence, officialisée devant 200 témoins. Je terminai mon filet. Parfait. Je regardais Almeida, adossé près de la porte, écoutant attentivement. Quand les applaudissements faiblirent, nos yeux se rencontrèrent. Un imperceptible signe de tête. C'était l'heure. Almeida ajusta sa veste et traversa la salle avec la calme détermination d'un bourreau. Mon père, toujours micro en main, le regarda, irrité. « Un problème, Almeida ?»« Si vous permettez, monsieur Claudio, juste un mot. » Décontenancé, mon père lui tendit le micro. Le silence se fit. Almeida n'était plus un traiteur, mais un juge. « Bonsoir à tous. Je voudrais remercier le véritable hôte de cette soirée. » Un murmure parcourut l'assistance. « L'homme qui a payé chaque centime, du champagne aux orchidées. » Le silence devint électrique. Je dois remercier le même homme que la famille Honoré a envoyé dîner dans la cuisine.
Le choc fut physique. Je vis ma mère pâlir, mon père bouche bée, Ricardo pétrifié. Leur château d'illusions s'effondrait. Ma main se posa sur la poignée froide. C'était mon entrée.